Dans les archives judiciaires de la paroisse de Saint-Charles, en Louisiane, il existe un dossier scellé depuis 1862. À l'intérieur, 27 pages manuscrites décrivent ce que les autorités appelèrent l'incident de chasse du bayou Terrebonne, un événement si troublant que plusieurs témoins refusèrent de signer leur déposition. 13 hommes parmi les plus puissants propriétaires de la région partirent un matin d'octobre pour une partie de chasse. Seul un homme revint avant le crépuscule. Il n'était pas blanc, et il était couvert de sang. Avant que nous plongions dans cette histoire qui a hanté les bayous pendant des générations, abonnez-vous à cette chaîne et laissez en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Ce qui suit est tiré de documents réels, de témoignages consignés et d'archives que certains auraient préféré voir disparaître à jamais. L'année 1858 marqua l'apogée de l'économie sucrière en Louisiane. Le long du Mississippi et de ses affluents boueux s'étendaient des propriétés qui généraient des fortunes comparables aux plus grandes maisons commerciales d'Europe. La paroisse de Saint-Charles, située à environ 40 km au nord-ouest de la Nouvelle-Orléans, comptait alors parmi les plus prospères. Ses plantations de canne à sucre s'étiraient sur des milliers d'hectares, entrecoupés de cyprières sombres et de marécages où le soleil ne pénétrait jamais vraiment. Les familles qui contrôlaient ces domaines formaient une aristocratie fermée, liée par le sang, le mariage et les intérêts commerciaux. Elles se réunissaient régulièrement dans le grand salon de la plantation Belle-Rive, propriété de Guillaume Thibaudeau, un homme de 54 ans dont la famille possédait des terres dans la région depuis l'époque où la Louisiane appartenait encore à la France. Ces réunions servaient officiellement à discuter des prix du sucre, des conditions de navigation sur le fleuve et des nouvelles techniques agricoles. Mais tout le monde savait qu'elles avaient également une autre fonction: maintenir l'ordre social, résoudre les différends entre planteurs et surtout assurer que le système qui garantissait leur richesse reste absolument intact. À cette époque, la population asservie de la paroisse dépassait les 15 000 personnes pour à peine 3 000 blancs. Cette disproportion créait une tension permanente, une vigilance de tous les instants. Les planteurs vivaient dans la crainte obsessionnelle d'une révolte, hantés par le souvenir de la révolution haïtienne de 1804, où les esclaves avaient massacré leurs maîtres et pris le contrôle de l'île. Chaque murmure, chaque regard, chaque geste d'un esclave était scruté, analysé, interprété comme un signe potentiel de rébellion. C'est dans ce contexte qu'émergea la figure d'Elias, un homme dont le nom complet n'apparaît nulle part dans les registres officiels, comme c'était souvent le cas pour les personnes asservies qui ne portaient qu'un prénom. Elias avait environ 35 ans en 1858. Il appartenait à Thibaudeau depuis sa naissance sur la plantation Belle-Rive. Ce qui le distinguait des centaines d'autres esclaves de la paroisse était son rôle particulier. Il servait de guide lors des expéditions de chasse que les planteurs organisaient plusieurs fois par an dans les bayous. Les bayous de Louisiane étaient des territoires dangereux, même pour ceux qui les connaissaient bien. Labyrinthes aquatiques où cypres chauves émergeaient d'eaux noires et stagnantes, où le sol pouvait soudainement disparaître sous vos pieds, où alligators et serpents venimeux se confondaient avec les racines et les branches mortes. Seuls quelques hommes possédaient la connaissance intime de ces lieux pour y naviguer en sécurité. Elias était l'un d'eux. Son père, avant lui, avait été guide et son grand-père avant cela. Ils avaient transmis de génération en génération une cartographie mentale de ces étendues sauvages que nul blanc ne maîtrisait vraiment. Pour Thibaudeau et ses associés, ces parties de chasse représentaient bien plus qu'un simple divertissement. C'étaient des rituels, des démonstrations de domination sur la nature sauvage, qui reflétaient leur domination sur les hommes. Ils chassaient le cerf, le sanglier, parfois l'ours noir dans les parties les plus reculées des marais. Ils revenaient toujours avec du gibier, des histoires à raconter et un sentiment renforcé de leur propre puissance. Elias connaissait son rôle et l'exécutait avec une précision qui lui avait valu une réputation d'excellence parmi les planteurs de la région. Il préparait les pirogues, vérifiait les armes, emballait les provisions et surtout,
Il menait les expéditions dans les profondeurs des bayous en évitant les dangers et en trouvant les meilleurs territoires de chasse. Il parlait peu, obéissait rapidement et ne manifestait jamais aucune émotion. Cette apparente soumission parfaite le rendait invisible aux yeux de ses maîtres, ce qui était précisément sa plus grande force, car Elias observait. Depuis son enfance, il avait appris à lire les hommes blancs comme il lisait les bayous. Il connaissait leurs habitudes, leurs faiblesses, leurs peurs inavouées. Il savait lesquels buvaient trop, lesquels étaient cruels par nature et lesquels par simple lâcheté. Il savait qui frappait ses esclaves jusqu'au sang pour un regard mal placé et qui préférait les punitions psychologiques, l'humiliation publique, la séparation des familles. Il savait tout cela et gardait tout en lui, dans un silence qui ressemblait à de la résignation, mais qui était en réalité quelque chose de bien différent. Au début du mois d'octobre 1858, Thibaudot organisa une de ses parties de chasse, mais celle-ci serait différente. Plus longue, plus ambitieuse, elle devait durer 3 jours et pénétrer plus profondément dans les bayous que jamais auparavant. Il invita 12 autres planteurs de la région, des hommes qu'il connaissait depuis l'enfance pour certains, des associés commerciaux pour d'autres, 13 hommes au total. Le chiffre n'échappa à personne, mais fut balayé par des rires nerveux. La superstition n'avait pas sa place parmi des hommes qui se targuaient d'être des esprits rationnels et modernes. Le 23 octobre 1858, avant l'aube, Elias attendait près de l'embarcadère privé de Belle-Rive. 4 grandes pirogues en cyprès étaient amarrées, chargées de provisions, de munitions, de couvertures et de fusils. Le brouillard montait du fleuve en nappe épaisse qui rendait l'air humide et difficile à respirer. On n'entendait que le clapotis de l'eau contre les pilotis et le cri lointain d'un héron. Les planteurs arrivèrent progressivement, certains à cheval, d'autres en calèche. Thibaudot portait sa tenue de chasse habituelle, un costume en toile épaisse, des bottes montantes en cuir et un chapeau à large bord. Les autres étaient vêtus similairement, exhibant leurs fusils de chasse anglais ou français, des armes magnifiques qui coûtaient parfois plus que ce qu'un ouvrier gagnait en 10 ans. Parmi eux se trouvait Augustin Laporte, propriétaire de la plantation adjacente, un homme massif de 47 ans, dont la cruauté était légendaire. Il avait fait fouetter un esclave jusqu'à la mort l'année précédente pour avoir prétendument volé un poulet. Un incident qui n'avait donné lieu à aucune enquête. Il y avait également les frères Beaumont, Édouard et Charles, jeunes hommes d'une trentaine d'années, qui avaient hérité récemment de leur père et géraient leur plantation avec une brutalité qui choquait même certains de leurs pères. Étienne Roussel, un homme sec et nerveux de 50 ans, était connu pour ses dettes de jeu et sa paranoïa croissante concernant ses esclaves. Les autres, Fernand Duplessis, Jacques Villeneuve, Antoine Mercier, Louis Fontenot, Pierre Godet, Henri Brault, Mathieu Landry et Claude Robichaud, formaient le cercle rapproché de Thibaudot, des hommes liés par des décennies d'affaires communes et de secrets partagés. Elias les aida à embarquer sans jamais croiser leurs regards. Il répartit les hommes dans les pirogues selon le poids et l'équilibre nécessaires à la navigation. Lui-même prit place à l'avant de la première embarcation, celle qui ouvrirait la route. Thibaudot et 3 autres planteurs s'installèrent derrière lui. Les autres pirogues suivraient en file indienne. Alors que le soleil commençait à peine à éclaircir l'horizon, la petite flottille s'enfonça dans le bayou. L'eau était d'un brun presque noir, opaque comme de l'huile. Les cyprès se dressaient de chaque côté, leurs troncs massifs disparaissant dans des hauteurs que le brouillard rendait invisibles. De la mousse espagnole pendait des branches comme de la chair en décomposition. Le silence était oppressant, à peine troublé par le bruit régulier des rames fendant l'eau. Les premières heures de navigation se déroulèrent sans incident. Elias menait l'expédition avec son habituelle précision, choisissant les canaux les plus praticables, évitant les zones trop peu profondes où les pirogues risquaient de s'échouer. Derrière lui, les planteurs parlaient de prix du sucre, de politique, des tensions croissantes entre le Nord et le Sud concernant l'esclavage. Certains prédisaient une guerre.
D'autres riaient de cette idée, affirmant que le Nord n'oserait jamais défier le pouvoir économique du Sud. Vers midi, ils s'arrêtèrent sur un banc de terre ferme pour manger. Elias alluma un feu, fit chauffer de l'eau pour le café, disposa la nourriture que les cuisinières de Belle-Rive avaient préparée. Les planteurs mangèrent en discutant de leurs dernières acquisitions. Certains avaient acheté des esclaves lors des ventes aux enchères de la Nouvelle-Orléans, d'autres envisageaient d'acquérir de nouvelles terres. Elias resta à l'écart, mangeant debout ce qu'on lui avait laissé, surveillant les environs comme on le lui avait appris. L'après-midi, ils reprirent la navigation. Le paysage changeait progressivement. Les cyprières laissaient place à des marécages plus ouverts, des étendues d'eau parsemées d'îlots de végétation. C'était un territoire que même Elias ne connaissait pas parfaitement. Il s'aventurait au-delà des zones habituelles de chasse. Thibaudot avait insisté pour explorer ces régions vierges où, selon les rumeurs, on trouvait des ours noirs de taille exceptionnelle. Le soir venu, ils établirent un campement sur une île légèrement surélevée, assez grande pour accueillir confortablement 13 hommes. Elias monta les tentes, alluma plusieurs feux pour éloigner les moustiques et les autres insectes, prépara le repas du soir. Les planteurs burent du whisky et du rhum, leur voix devenant progressivement plus forte, leur rire plus gras. Ils racontaient des histoires de chasse, des anecdotes sur leurs plantations, se vantaient de leurs succès commerciaux. Elias écoutait tout en restant invisible. Il entendit la porte raconter comment il avait fait marquer au fer rouge un esclave qui avait tenté de s'enfuir. Il entendit les frères Beaumont se moquer d'un surveillant qui avait montré trop de compassion envers une femme enceinte et qu'ils avaient renvoyé. Il entendit Roussel décrire avec délectation le système de punition qu'il avait mis en place sur sa plantation. Un système si sophistiqué dans sa cruauté qu'il prétendait n'avoir presque plus besoin de recourir au fouet. La simple menace suffisait désormais. Et pendant qu'il écoutait, quelque chose se modifiait imperceptiblement dans l'expression d'Elias. Ses mains continuaient de s'activer, préparant le café, entretenant les feux, mais son regard avait changé. Il fixait maintenant ses hommes avec une intensité qu'aucun d'eux ne remarqua, car aucun ne le regardait vraiment. Pour eux, il n'était qu'un outil, une extension de leur volonté, aussi insignifiant qu'une rame ou un fusil. La nuit tomba complètement. Les feux projetaient des ombres dansantes sur les visages des planteurs. Au-delà du cercle de lumière, les bayous étaient une masse d'obscurité totale d'où montaient des sons étranges, coassements, clapotis, craquements dont l'origine restait mystérieuse. Progressivement, les hommes se retirèrent dans leurs tentes. Elias resta près du feu principal, veillant comme on le lui avait ordonné. Le lendemain matin, 24 octobre, commença dans une atmosphère légèrement différente. Le brouillard était encore plus dense que la veille, réduisant la visibilité à quelques mètres. Lorsque les planteurs émergèrent de leur tente, plusieurs se plaignirent d'avoir mal dormi, perturbés par des cauchemars ou par les bruits incessants de la nuit. Thibaudot proposa de consacrer la journée à la chasse proprement dite, plutôt qu'à explorer davantage. Ils se divisèrent en petits groupes. Elias devait accompagner Thibaudot et Laporte dans une direction, tandis que les autres se disperseraient selon leurs préférences. Le plan était de se retrouver au campement en fin d'après-midi pour partager le gibier et passer une dernière nuit avant de rentrer le jour suivant. C'est à ce moment que survint le premier événement étrange. Alors qu'Elias préparait son fusil, on lui permettait de porter une arme durant les chasses pour protéger les planteurs en cas de danger immédiat. Il remarqua que plusieurs hommes l'observaient avec une attention inhabituelle. Roussel en particulier le fixait avec une expression difficile à déchiffrer, mélange de méfiance et de quelque chose d'autre, peut-être de la peur. « Thibaudot, dit soudain Roussel, tu es certain que nous pouvons faire confiance à ce nègre avec un fusil chargé ?» Le silence tomba sur le camp. Tous les regards convergèrent vers Elias, qui restait immobile, tête légèrement baissée, attendant la réponse de son maître. Thibaudot rit un rire forcé. « Elias est avec ma famille depuis 35 ans. Son père avant lui, son grand-père avant cela. Il sait ce qui l'attend s'il ne se comporte pas correctement. N'est-ce pas, Elias ?
Oui, maître, répondit Elias d'une voix neutre. Mais Roussel n'était pas rassuré. J'ai entendu des rumeurs. Des esclaves qui parlent de changement, qui murmurent que les abolitionnistes du Nord vont venir les libérer. Il suffirait d'un seul pour tout déclencher. Un seul avec un fusil et 13 cartouches. Cette fois, le silence était tendu. Plusieurs planteurs touchèrent instinctivement leurs propres armes. L'atmosphère avait basculé de la camaraderie joviale à quelque chose de plus sombre, de plus primitif. « Roussel, tu deviens paranoïaque », intervint finalement Édouard Beaumont. « Si ce nègre voulait nous tuer, il aurait pu nous empoisonner, nous noyer ou nous abandonner dans les bayous. Nous dépendons de lui depuis le début de cette expédition. » « Justement, » insista Roussel, « nous dépendons de lui. Nous sommes perdus sans lui dans ces marécages. Quel pouvoir lui donnons-nous ainsi ?» Thibaudeau s'approcha de Roussel et posa une main sur son épaule. « Mon ami, tu as trop bu hier soir et pas assez dormi. Elias connaît sa place. S'il y a une chose dont je suis absolument certain, c'est de sa docilité. Maintenant, allons chasser et oublions ces pensées morbides. » La conversation s'arrêta là, mais quelque chose avait changé. En se dispersant pour la chasse, plusieurs planteurs jetaient des regards furtifs vers Elias. Et lui, pour la première fois depuis le début de l'expédition, laissa un très léger sourire effleurer ses lèvres, si bref que personne ne le vit. Les heures qui suivirent restèrent gravées dans les mémoires de manière fragmentée et contradictoire. Selon les témoignages ultérieurs, chaque groupe de chasseurs s'enfonça dans une direction différente, s'éloignant progressivement du campement central. Le brouillard ne se dissipait pas, créant une atmosphère étouffante où les sons semblaient amplifiés et déformés. Thibaudeau, Laporte et Elias marchèrent vers le nord, traversant des zones alternant entre terres semi-fermes et eaux stagnantes. Ils cherchaient des traces de sangliers, Laporte ayant affirmé avoir vu des empreintes la veille. Elias ouvrait la marche, testant le sol, écartant les branches basses, guidant silencieusement les deux hommes. Vers midi, ils firent une pause. Laporte sortit une flasque de whisky et but longuement avant de la tendre à Thibaudeau, qui déclina poliment. L'atmosphère entre les deux hommes était étrange, tendue. Finalement, Laporte parla. « Guillaume, nous nous connaissons depuis 40 ans. Nous avons grandi ensemble. Nos pères étaient associés. Je peux te parler franchement ? Bien sûr, Augustin. Cette expédition était une erreur. Nous n'aurions pas dû venir si loin, si profondément dans les bayous. Et certainement pas avec seulement ce nègre comme guide. » Thibaudeau fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui te prend ? Tu deviens comme Roussel ? Non. Écoute-moi. » Laporte baissa la voix, même si Elias se tenait à plusieurs mètres, apparemment concentré sur l'examen de traces au sol. « Il y a 3 semaines, j'ai pendu un esclave. Il avait frappé un surveillant. Avant de mourir, il m'a regardé et a dit quelque chose. Il a dit « Nous attendons seulement le moment, et il viendra. » Les paroles d'un homme condamné, Augustin, sans signification. Peut-être. Mais j'ai interrogé mes autres esclaves après, discrètement. Plusieurs ont parlé d'un homme qui circule de plantation en plantation, la nuit. Un homme qui apporte des messages, qui parle de liberté, qui organise quelque chose. Thibaudeau resta silencieux un instant. « As-tu des preuves de cela ? » « Non. C'est le problème. Personne ne veut parler vraiment. Mais je sens quelque chose. Une tension qui n'existait pas avant. Tu ne la sens pas sur ta plantation ? Belle-Rive est bien gérée, Augustin. Mes esclaves sont traités correctement, selon leur mérite. Je n'ai aucun problème. Traités correctement. » Laporte eut un rire amer. « Tu crois vraiment que cela change quelque chose ? Qu'ils nous aiment parce que tu ne les fouettes pas tous les jours ? Guillaume, ils nous haïssent, tous. Même les plus dociles, même ceux qui sourient et s'inclinent. Cette haine est dans leur sang, transmise de génération en génération. Et un jour, il ne finit pas sa phrase. Un coup de feu retentit au loin, venant de l'est, puis un autre. Puis le silence retomba. « Quelqu'un a trouvé du gibier », dit Thibaudeau en se levant. « Retournons au camp. » Ils marchèrent pendant ce qui leur sembla être 1 heure, peut-être plus.
Mais quelque chose n'allait pas. Le paysage ne correspondait plus. Les repères qu'Elias avait normalement dû marquer semblaient avoir disparu. Le brouillard s'épaississait au lieu de se dissiper. « Elias » appela Thibaudeau. « Où sommes-nous » Elias s'arrêta et regarda autour de lui avec une expression qu'on aurait pu prendre pour de la confusion. « Je ne suis pas certain, maître. Le brouillard, tout semble différent. » Comment ça, différent? La voix de la porte était montée d'un ton. « Tu connais ces bayous mieux que personne. »« Oui, maître, mais nous sommes allés très loin. Plus loin que je ne suis jamais allé. Je pensais reconnaître le chemin. Mais, tu pensais. La porte avait saisi Elias par le col. Tu nous as perdus, c'est ça. Sale nègre, tu nous as délibérément perdus. Non, maître, je vous jure. Augustin, lâche-le. Thibaudeau intervint, séparant les deux hommes. La panique ne nous aidera pas. Elias réfléchit. Le campement était au sud-est. Nous avons marché vers le nord. Il suffit de rebrousser chemin. Oui, maître. Par ici. Ils reprirent la marche, mais cette fois l'atmosphère était celle de la peur. La porte gardait son fusil pointé dans la direction générale d'Elias, prêt à tirer au moindre mouvement suspect. Thibaudeau essayait de garder son calme, mais sa respiration s'était accélérée. 2 autres coups de feu résonnèrent, cette fois beaucoup plus proches. Puis un cri humain, de terreur pure. « C'était Villeneuve !» s'exclama Thibaudeau. « Vite !» Ils coururent dans la direction du cri, pataugeant dans l'eau boueuse, trébuchant sur des racines invisibles. Le brouillard tourbillonnait autour d'eux comme une chose vivante. Et soudain, ils tombèrent sur une scène qui les figea sur place. Jacques Villeneuve était à genoux dans l'eau, le visage couvert de sang. Devant lui, flottant face contre l'eau, se trouvait le corps d'Antoine Mercier. Une large tache rouge s'étendait autour du cadavre. « Jacques, que s'est-il passé ?» Thibaudeau s'agenouilla près de Villeneuve qui tremblait de manière incontrôlable. Il est tombé. Son fusil. Le coup est parti. Dans la gorge. Thibaudeau retourna le corps de Mercier. Effectivement, une terrible blessure déchirait son cou. Mais quelque chose n'allait pas. L'angle de la blessure, la position du corps... « C'est impossible, » murmura Laporte. S'il était tombé avec son fusil, la blessure ne serait pas... « Il est tombé, » hurla presque Villeneuve. « Je vous dis qu'il est tombé. J'ai couru vers lui, mais il était déjà... Pendant ce temps, Elias s'était écarté légèrement du groupe, observant la scène avec une expression indéchiffrable. Son regard croisa celui de Thibaudeau pendant une fraction de seconde, et dans ce bref instant, le planteur vit quelque chose qui le glaça jusqu'aux os. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la surprise. C'était quelque chose qui ressemblait terriblement à de la satisfaction. « Nous devons retourner au campement immédiatement », déclara Thibaudeau en essayant de garder une voix ferme. « Nous porterons le corps d'Antoine. Les autres doivent être prévenus. Mais transporter un corps mort à travers les marécages s'avéra une tâche épuisante et macabre. Le cadavre de Mercier était lourd, glissant, et le sang continuait de s'écouler de la terrible blessure à son cou, laissant une traînée rouge dans l'eau brune. Villeneuve semblait en état de choc, répétant sans cesse la même histoire. Mercier avait glissé, son fusil était parti, un accident tragique. Mais plus il répétait cette version, moins elle semblait convaincante. Après ce qui parut être une éternité, ils émergèrent près du campement. Ou plutôt, près de ce qui aurait dû être le campement. Car ce qu'ils trouvèrent n'était pas ce qu'ils avaient laissé quelques heures plus tôt. Les tentes étaient toujours là, mais 2 d'entre elles avaient été renversées. Le feu principal brûlait encore, mais personne n'était visible. Un silence oppressant régnait, à peine troublé par le crépitement des flammes et le bruissement du vent dans les cyprès. « Où sont les autres ?» demanda Laporte, la voix rauque. Ils se déployèrent prudemment, fouillant le campement. Dans l'une des tentes renversées, ils trouvèrent du sang. Pas beaucoup, mais assez pour indiquer qu'il s'était passé quelque chose de violent. Les provisions avaient été éparpillées. Plusieurs fusils manquaient. « Regardez ici »
appela Elias depuis l'autre bout du campement. Ils le rejoignirent et découvrirent ce qu'il avait trouvé, des traces de lutte dans la boue, menant vers l'eau. Et flottant à quelques mètres du rivage, à moitié immergé, le corps d'Étienne Roussel. Thibaudeau et Laporte entrèrent dans l'eau et tirèrent le cadavre sur la berge. Roussel avait une blessure à la tête, un impact brutal qui avait fracassé son crâne. Mais ce n'était pas une blessure par balle. On aurait dit qu'il avait été frappé avec un objet lourd et contondant. 2 morts, murmura Villeneuve. Mon Dieu, 2 morts en quelques heures. Où sont les autres? Répéta Laporte. Il devrait y avoir 10 hommes ici. Comme en réponse à sa question, des voix s'élevèrent de la forêt de cyprès. Plusieurs planteurs émergèrent, marchant rapidement, presque en courant. Les frères Beaumont, Fontenot, Brault, Landry et Robichaud. 5 hommes. Ils étaient pâles, essoufflés, manifestement terrifiés. « Guillaume !» cria Édouard Beaumont. « Dieu merci, vous êtes vivant. Nous avons entendu des coups de feu, des cris, nous pensions. »« Mercier et Roussel sont morts, » annonça Thibaudeau d'une voix blanche. « Et les autres? Où sont Duplessis, Godet et ton frère Charles ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, ce fut Henri Brault qui parla, la voix tremblante. « Nous nous sommes séparés ce matin. Charles est allé vers l'ouest avec Duplessis et Godet. Nous devions les retrouver ici à midi. Mais ils ne sont jamais revenus. Et vous n'êtes pas partis les chercher ?» s'indigna Laporte. « Nous allions le faire quand nous avons entendu les coups de feu et les cris, » se défendit Édouard Beaumont. « Nous pensions qu'ils revenaient. » Thibaudeau leva la main pour imposer le silence. « Assez, réfléchissons calmement. Nous sommes combien maintenant ?» Ils se comptèrent. 8 hommes vivants. Thibaudeau, Laporte, Villeneuve, les 2 frères Beaumont qui restaient, Fontenot, Brault, Landry et Robichaud. Plus Elias. 2 morts confirmés, Mercier et Roussel. 3 disparus, Charles Beaumont, Duplessis et Godet. « Nous devons les retrouver, » dit Thibaudeau. « Mais nous ne nous séparerons plus. Nous resterons ensemble, armés, vigilants. »« Vigilants contre quoi ?» demanda Mathieu Landry. « Qu'est-ce qui se passe ici, Guillaume? 2 accidents? 3 disparitions? Ce n'est pas possible. »« Les alligators, » suggéra Fontenot. « Ces eaux en sont pleines. Peut-être que... » « Un alligator ne fracasse pas un crâne avec un objet contondant, » coupa Laporte. « Et un alligator n'éparpille pas des provisions ni ne renverse des tentes. » Le regard de tous se tourna alors, presque involontairement, vers la seule personne qui n'avait pas encore parlé. Elias se tenait légèrement à l'écart du groupe, son fusil à la main, observant la scène avec cette même expression neutre qu'il arborait depuis le début. « Le nègre, » dit lentement Claude Robichaud. « Il était avec toi, Guillaume, quand Mercier est mort. »« Oui. »« Et quand vous avez trouvé Roussel? »« Il était avec nous également. »« Pratique, » cracha Robichaud. « Il a un alibi parfait parce qu'il était avec toi. Mais qui nous dit qu'il n'a pas... » Assez. L'autorité dans la voix de Thibaudeau fit taire Robichaud. Elias ne peut pas être responsable. Il était constamment sous notre surveillance. Vraiment? Laporte intervint, et pour la première fois, il y avait du doute dans sa voix. Guillaume, souviens-toi, dans les bayous, quand nous nous sommes perdus, Elias marchait devant. Nous ne le voyions pas toujours dans le brouillard. Il aurait pu... Aurait pu quoi? Courir en avant, tuer Mercier, puis revenir sans que nous remarquions son absence? Soyez raisonnable. Mais la peur n'est pas raisonnable. Et maintenant que le soupçon avait été planté, il grandissait comme une plante vénéneuse dans l'esprit des planteurs. Ils regardaient Elias différemment, non plus comme un outil, mais comme une menace potentielle. Et lui, pour la première fois depuis le début de l'expédition, parla de sa propre initiative. « Messieurs, » sa voix était calme, presque douce, « je comprends votre peur. Mais je vous jure sur tout ce qui m'est cher que je n'ai fait de mal à personne. Je suis ici pour vous servir, comme je l'ai toujours fait, comme mon père l'a fait avant moi. » Cette déclaration, étrangement, ne rassura personne.
Peut-être parce qu'elle était trop parfaite, trop mesurée. Ou peut-être parce que, pour la première fois, ils entendaient vraiment la voix d'Elias, réalisaient qu'il avait une voix, des pensées, une volonté propre. « Désarme-le », ordonna soudain Édouard Beaumont. Tout de suite. « Édouard, ce n'est pas... » commença Thibaudeau. « Désarme-le », hurla Beaumont. « Nous sommes 8 hommes blancs perdus dans un marécage avec un nègre armé et 2 cadavres à nos pieds. Tu ne vois pas la folie de cette situation ?» Un murmure d'approbation parcourut le groupe. Même Thibaudeau sembla hésiter. Finalement, il se tourna vers Elias. « Elias, donne-moi ton fusil. » Un long silence. Elias regarda son maître, puis les autres hommes. Son visage restait absolument neutre, mais ses mains serrèrent légèrement le fusil. Pendant une fraction de seconde, tout le monde retint son souffle, prêt à plonger à couvert. Puis Elias tendit l'arme à Thibaudeau, lentement, avec précaution. « Comme vous voulez, maître. » Le soulagement fut presque palpable. La porte s'approcha et fouilla Elias, trouvant un couteau de chasse qu'il confisqua également. Désarmé, Elias recula de quelques pas et s'assit sur un rondin près du feu, attendant. « Bien, » dit Thibaudeau, en essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Maintenant, nous devons retrouver Charles, Duplessis et Godet. Nous irons vers l'ouest, tous ensemble. Nous ne nous séparerons sous aucun prétexte. » Ils rassemblèrent des provisions, vérifièrent leurs munitions et se mirent en marche, laissant les corps de Mercier et Roussel au campement. Elias marchait au centre du groupe, encadré par des hommes armés. La confiance était rompue, remplacée par une suspicion toxique qui empoisonnait chaque geste, chaque regard. L'expédition vers l'ouest devint rapidement un cauchemar. Le terrain devenait de plus en plus difficile, alternant entre zones marécageuses où il s'enfonçait jusqu'aux genoux et îlots de terre ferme couverts de végétation si dense qu'il fallait se frayer un chemin à coups de machette. Le brouillard persistait, réduisant la visibilité à quelques mètres seulement. Après 1 heure de marche pénible, ils trouvèrent le premier indice. Une trace dans la boue, l'empreinte d'une botte reconnaissable comme appartenant à un homme blanc par sa taille et sa qualité. Puis, quelques mètres plus loin, des gouttes de sang sur les feuilles d'un buisson. « Ils sont passés par ici », murmura Fontenot. « Mais où sont-ils maintenant ?» Ils suivirent la piste, qui devenait de plus en plus erratique. Les empreintes suggéraient que quelqu'un, ou plusieurs personnes, avaient couru, trébuchant, tombant, se relevant. Les traces de sang devenaient plus fréquentes. Puis, ils entendirent un son, faible, presque inaudible, une voix humaine appelant au secours. Par là, Brault pointa vers un bosquet dense de cyprès. Ils se précipitèrent, écartant les branches, pataugeant dans l'eau, et ils le trouvèrent, Charles Beaumont, le jeune frère d'Édouard, recroquevillé contre un arbre. Il était vivant, mais dans un état terrible. Son visage était lacéré de coupures, ses vêtements déchirés et trempés de sang. « Charles !» Édouard se jeta à genoux près de son frère. « Que t'est-il arrivé ? Où sont Duplessis et Godet ?» Charles leva des yeux égarés vers son frère. Sa bouche s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit à nouveau. Quand il parla enfin, sa voix était à peine un murmure rauque. « Ils sont morts. Tous les deux. Morts. Comment ? Qui les a tués ? Je ne sais pas. Nous marchions. Duplessis était devant. Soudain, il a crié. Quand nous sommes arrivés, il était dans l'eau se débattant. Quelque chose le tirait vers le fond. Godet a essayé de le sauver, et la même chose lui est arrivée. Ils ont disparu sous l'eau. Je les ai entendus hurler, encore et encore, puis plus rien. « Des alligators ?» suggéra Landry. « Non. » Charles secoua violemment la tête. « Ce n'étaient pas des alligators. C'était organisé, comme si quelque chose attendait, planifiait. Tu divagues, » dit Laporte. « La peur te fait imaginer des choses. Non, je sais ce que j'ai vu. Après la disparition de Godet, j'ai couru. J'ai couru sans regarder derrière moi. Mais je sentais une présence. Quelque chose me suivait dans le brouillard. Plusieurs fois, j'ai cru voir des ombres, des silhouettes qui bougeaient
entre les arbres. Un silence glacial tomba sur le groupe. Robichaud rompit finalement le silence. Des silhouettes? Combien? Je ne sais pas. Peut-être une, peut-être plusieurs. Le brouillard rendait tout flou. Des esclaves en fuite, dit Fontenot. C'est la seule explication. Des marrons qui se cachent dans les bayous. Ils nous traquent. L'idée se répandit comme une traînée de poudre dans l'esprit des planteurs. C'était une peur qu'ils connaissaient bien, une peur que leur société entretenait constamment, celle des esclaves échappés, vivant dans les zones sauvages, formant des communautés clandestines, lançant des raids contre les plantations. Il y avait eu des cas documentés dans l'histoire de la Louisiane, des groupes de marrons qui avaient survécu pendant des années dans les marécages, insaisissables, dangereux. Si c'est vrai, dit Thibaudeau lentement, alors nous sommes en grand danger. Nous ne connaissons pas ces bayous comme eux, nous sommes épuisés, certains sont blessés. Nous devons retourner au campement, rassembler nos forces et partir immédiatement. Et abandonner les corps de Duplessis et Godet, protesta Brault. Nous n'avons pas le choix. Si nous restons, nous risquons de tous finir morts. Ils se mirent d'accord et commencèrent le trajet de retour, portant Charles qui pouvait à peine marcher. Mais quelque chose avait changé dans leur dynamique. Ils regardaient constamment par-dessus leurs épaules, sursautaient au moindre bruit. Et surtout, ils regardaient Elias avec une hostilité croissante. Car si des marrons se cachaient dans ces bayous, comment avaient-ils su exactement où trouver les planteurs? Comment connaissaient-ils leurs mouvements? La réponse semblait évidente, quelqu'un les avait guidés. Quelqu'un qui connaissait les bayous, qui connaissait les planteurs, qui avait tout organisé depuis le début. « C'était toi », dit soudain Laporte en s'arrêtant et en pointant son fusil vers Elias. « Tu les as menés ici, tu savais qu'ils étaient là, c'était un piège depuis le début. » Elias ne répondit pas immédiatement. Il regarda Laporte avec cette même expression neutre, puis, très lentement, un sourire apparut sur ses lèvres. Un sourire terrible, car il ne contenait aucune peur, aucune soumission. Seulement quelque chose qui ressemblait terriblement à de la victoire. « Messieurs, dit-il finalement d'une voix douce, je ne sais pas de quoi vous parlez. Menteur !» Laporte arma son fusil. « À vous, ou je te tue sur place. » « Augustin, non. » Thibaudeau s'interposa. « Nous n'avons aucune preuve. » « Aucune preuve. » Laporte était au bord de l'hystérie. 5 hommes morts, 5. Et lui, ce sale nègre, il sourit. Il sourit. Peut-être sourit-il parce qu'il nous voit nous détruire nous-mêmes, intervint calmement Édouard Beaumont. Regardez-nous. Nous nous retournons les uns contre les autres. Nous perdons la raison. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils? Répéta Robichaud. Tu crois vraiment à cette histoire de marrons dans les bayous? Et toi non? Comment expliques-tu autrement ce qui se passe? Personne n'avait de réponse. Ils reprirent leur marche dans un silence lourd, chacun perdu dans ses propres pensées terrifiantes. Le soleil commençait à baisser, projetant des ombres longues et déformées à travers le brouillard. Dans quelques heures, ce serait la nuit, et l'idée de passer une nuit de plus dans ces bayous était insupportable. Quand ils atteignirent enfin le campement, le spectacle qui les attendait acheva de briser le peu de courage qui leur restait. Les corps de Mercier et Roussel avaient disparu. À leur place, on avait laissé un message, si on pouvait appeler cela ainsi. Les fusils confisqués à Elias étaient plantés dans le sol, formant un cercle parfait. Au centre, un tas de cendres encore fumantes. « Ah, ils sont venus ici », murmura Fontenot. « Pendant que nous cherchions les autres, ils sont venus ici. Combien sont-ils » demanda Brault d'une voix tremblante. Personne ne répondit, car la vraie question n'était pas combien, mais où. Où étaient-ils en ce moment précis? Dans les arbres, dans l'eau, derrière le prochain bosquet de cyprès. Observant, attendant le moment parfait pour frapper. Si cette histoire vous donne des frissons, laissez un j'aime et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il s'est vraiment passé dans ces bayous, car nous n'en sommes qu'au début de cette nuit terrible. La nuit tomba comme un linceul.
Ils avaient allumé un grand feu au centre du campement, et s'étaient rassemblés autour, dos au feu, fusils pointés vers l'obscurité environnante. 8 hommes terrifiés et un esclave qui restait étrangement calme. Les heures passèrent dans une tension insoutenable. Chaque son, le ululement d'un hibou, le clapotis de l'eau, le craquement d'une branche, les faisait sursauter. Plusieurs fois, ils crurent voir des mouvements dans les ombres et tirèrent des coups de feu au hasard dans l'obscurité. Mais il n'y avait jamais rien. Vers minuit, Louis Fontenot se leva brusquement. « Je n'en peux plus », dit-il. « Je ne peux pas rester ici à attendre d'être massacré. Je préfère tenter ma chance dans les bayous. Au moins, je bougerai. »« Louis, ne sois pas stupide !» protesta Thibaudeau. « Seul dans l'obscurité, tu n'as aucune chance. Et ici, quelle chance ai-je ici ?» Fontenot riait maintenant, un rire déséquilibré. « Nous sommes 8 idiots assis autour d'un feu, des cibles parfaites. »« Il a raison, » dit soudainement Mathieu Landry. « Nous devrions partir. Maintenant, nous prenons les pirogues et nous ramons toute la nuit. Au moins, sur l'eau, nous verrons venir les attaques. » Un débat fiévreux s'ensuivit. Certains voulaient rester jusqu'au matin, d'autres voulaient partir immédiatement. Les voix montaient, les accusations fusaient. La cohésion du groupe se désintégrait complètement. C'est alors qu'Elias parla. « Il y a une autre possibilité, messieurs. » Tous se turent et se tournèrent vers lui. Dans la lumière vacillante du feu, son visage semblait celui d'un étranger. Plus le serviteur docile qu'il croyait connaître, mais quelqu'un d'entièrement différent. « Quelle possibilité ?» demanda Thibaudeau d'une voix méfiante. « Que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire, vraiment écoutiez pour la première fois de votre vie. »« Qu'est-ce que... » commença Laporte, mais Thibaudeau leva la main. « Laisse-le parler. » Elias se leva lentement. Il était désarmé, entouré d'hommes avec des fusils, mais étrangement, c'était lui qui semblait avoir le pouvoir dans ce cercle de lumière. « Il n'y a pas de marron dans ces bayous, » dit-il calmement. « Il n'y a jamais eu personne d'autre que nous 13 depuis le début. »« Menteur !» cracha Robichaud. « Alors comment expliques-tu les morts ?»« Je vais vous expliquer. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de 3 générations d'hommes de ma famille qui ont servi la vôtre. Guillaume Thibaudeau, mon grand-père, mon père et moi. 3 générations qui ont appris ces bayous, qui les ont explorés, cartographiés dans leur tête. 3 générations qui ont écouté, observé, mémorisé chaque secret que vous, messieurs, avez laissé échapper en notre présence. Où veux-tu en venir ? La voix de Thibaudeau était devenue très calme, très froide. Je veux en venir au fait que vous m'avez demandé de vous mener dans les parties les plus reculées des bayous, des endroits que je suis le seul à vraiment connaître, des endroits où le sol semble solide mais s'effondre soudainement, où l'eau paraît peu profonde mais plonge soudain dans des fosses de 3 mètres, où les courants cachés peuvent entraîner un homme vers le fond en quelques secondes. Le silence était total maintenant. Même le feu semblait s'être tu. « Mercier n'est pas tombé », continua Elias. « Je lui ai demandé de regarder quelque chose dans l'eau, pendant que nous étions momentanément séparés de Thibaudeau et Laporte par le brouillard. Une trace d'ours, ai-je dit. Il s'est penché, curieux. Il suffisait d'une poussée. Une seule. Rapide. Son fusil est effectivement parti, mais la blessure à son cou, je l'ai faite avec mon couteau avant de vous rejoindre. J'ai ensuite laissé le couteau tomber dans l'eau. »« Salaud !» murmura Villeneuve. Roussel était facile. Il était paranoïaque, isolé des autres. Je lui ai suggéré de vérifier quelque chose près de l'eau, pendant que le reste du groupe était distrait. Une pierre dans la tête pendant qu'il était penché. Simple, efficace. « Mais Duplessis et Godet ?» demanda Édouard Beaumont. « Tu n'étais pas là. »« Non, mais je connaissais le chemin qu'ils prendraient. Je les avais entendus en discuter la veille. Il y a un endroit vers l'ouest, un passage qui semble être un raccourci, mais qui longe une fosse très profonde, avec des courants dangereux. J'avais simplement disposé quelques branches de manière à guider leurs pas exactement où je voulais qu'ils aillent. La nature s'est occupée du reste. Et mon frère, la voix d'Édouard tremblait. Charles, ah, Charles. Elias sourit.
Charles a paniqué quand ses compagnons sont morts. Il a couru, s'est blessé en tombant, s'est perdu. Je n'ai même pas eu besoin de le toucher. Sa propre peur a fait le travail. Mais les corps de Mercier et Roussel, insista Thibaudeau, qui les a pris? Et personne, je les ai simplement déplacés et cachés dans l'eau profonde pendant que vous cherchiez les autres, les fusils plantés en cercle, un théâtre destiné à vous faire croire à une présence extérieure, à vous faire douter, vous retourner les uns contre les autres. Tu as tout planifié. La porte semblait sur le point de vomir. Pendant des années, confirma Elias. Depuis que j'ai compris que cette expédition aurait lieu, depuis que j'ai su que vous voudriez aller plus loin que jamais dans les bayous, c'était l'opportunité parfaite. Des accidents peuvent arriver dans les marécages. Des hommes se perdent, se noient, disparaissent. Qui pourrait prouver le contraire? Mais pourquoi? C'était Thibaudeau qui avait posé la question, et il y avait quelque chose qui ressemblait à de la douleur dans sa voix. Je t'ai bien traité. Ta famille a toujours été bien traitée. Pour la première fois, la voix d'Elias monta, chargée d'une rage contenue pendant des décennies. Ma mère a été vendue quand j'avais 8 ans, parce que votre père avait des dettes de jeu. Mon frère a été fouetté à mort pour avoir appris à lire. Ma femme a été violée par votre contremaître, pendant que je devais rester silencieux, sourire, servir le thé. Vous appelez cela bien traité? Je ne savais pas, murmura Thibaudeau. Bien sûr que vous ne saviez pas. Vous ne voyez pas. Vous ne nous avez jamais vus comme des êtres humains. Nous sommes des outils pour vous, des animaux de somme, et maintenant... Il regarda autour du cercle, ses yeux brillants dans la lumière du feu. Maintenant, 5 d'entre vous sont morts, et je vais vous dire quelque chose de plus terrible encore. Quoi? Souffla Henri Brault. Je ne suis pas sûr de vouloir que vous mouriez tous. Ce serait trop simple, trop rapide. Non, je pense que certains d'entre vous devraient survivre, devraient retourner à la civilisation et raconter ce qui s'est passé. Que 13 hommes sont partis en expédition de chasse, guidés par leurs fidèles esclaves, et qu'une terrible série d'accidents les a décimés. Car voyez-vous, qui vous croira si vous dites la vérité? Un esclave qui a planifié et exécuté un plan complexe pour assassiner plusieurs planteurs? Ridicule. Impossible. Les nègres sont trop stupides pour cela, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez toujours dit. Le silence qui suivit cette déclaration était celui de la défaite totale. Car Elias avait raison. S'ils accusaient ouvertement un esclave d'avoir orchestré ces meurtres, cela impliquerait qu'ils avaient été surpassés intellectuellement par quelqu'un qu'ils considéraient comme leur inférieur. Cela briserait la fiction fondamentale sur laquelle reposait tout leur système social. Alors quoi? Demanda finalement Laporte. Tu vas nous tuer tous ici? Non. Comme je l'ai dit, certains d'entre vous survivront. Mais lesquels? Elias sourit. Cela dépend de vous. Voyez-vous, je connais ce campement. Je sais qu'il y a exactement 4 pirogues. Assez pour peut-être 6 ou 7 hommes si vous vous serrez. Mais vous êtes 8. Plus moi. Quelqu'un devra rester. C'est de la folie, s'écria Robichaud. C'est de la survie. La même logique brutale que vous appliquez quotidiennement sur vos plantations. Le fort survit, le faible périt. Maintenant, c'est à vous de vivre cette réalité. Un moment de silence atroce passa. Puis, lentement, les planteurs commencèrent à se regarder les uns les autres. Dans leurs yeux, la peur laissait place à quelque chose de plus laid encore. Le calcul froid de la survie. Ce fut Fontenot qui bougea le premier. Il se leva brusquement et courut vers les pirogues. Les autres le suivirent instantanément, une ruée désespérée. Des coups de feu éclatèrent. Dans la confusion, il était impossible de savoir qui tirait sur qui. Des cris, des hurlements, le chaos total. Quand le silence retomba, 3 corps supplémentaires gisaient au sol. Fontenot touché dans le dos. Brault, la moitié du visage arraché. Landry, agonisant d'une blessure au ventre. Les 5 survivants, Thibaudeau, Laporte, Villeneuve, Édouard Beaumont et Robichaud, se regardèrent avec horreur, réalisant ce qu'ils venaient de faire. Ils s'étaient entretués, exactement comme Elias l'avait prédit. « Montez dans les pirogues », dit Elias calmement.
Il y a juste assez de place pour vous 5 maintenant. Et toi? Demanda Thibaudot. Moi? Je reste. Ces bayous sont ma maison. Je connais des endroits où je peux survivre, des communautés cachées qui m'accueilleront. Des marrons réels, pas ceux que vous avez imaginés ce soir. Nous allons te dénoncer, dit Laporte sans conviction. Vraiment? Et dire quoi exactement? Que votre fidèle esclave vous a manipulé au point que vous vous êtes entretués, que vous avez été surpassé par celui que vous considériez comme un simple outil. Non, Augustin. Vous raconterez une histoire de chasse qui a mal tourné, d'accidents tragiques dans les bayous dangereux. Peut-être même accablerez-vous quelques esclaves morts pour apaiser les soupçons. C'est ce que vous faites toujours, n'est-ce pas? Il avait raison, et il le savait. Sans un mot de plus, les 5 hommes montèrent dans les pirogues. Charles Beaumont, trop blessé pour ramer, fut placé au centre d'une embarcation. Ils prirent les rames et commencèrent à s'éloigner du campement. Elias resta debout près du feu, observant les pirogues disparaître dans l'obscurité. Mais juste avant qu'elles ne soient complètement hors de vue, il cria une dernière chose. « Oh, et messieurs, faites attention au grand coude du bayou, à environ 3 kilomètres d'ici. Le courant y est particulièrement traître la nuit. » Un cri de terreur répondit quelques minutes plus tard, puis le bruit d'une pirogue se renversant. Puis plus rien. Le 27 octobre 1858, un homme émergea seul du bayou Terrebonne. Il était couvert de boue, de sang séché et de griffures. Ses vêtements étaient en lambeaux. Il marchait avec difficulté, boitant sévèrement. Cet homme était Elias. Il se rendit directement aux autorités de la paroisse de Saint-Charles et rapporta une tragédie terrible. 13 planteurs avaient organisé une partie de chasse dans les bayous. Il les avait guidés fidèlement, comme il l'avait toujours fait. Mais les accidents s'étaient accumulés, des chutes, des noyades, des coups de fusil malheureux. Le brouillard, la désorientation, la panique. Les hommes avaient commencé à se retourner les uns contre les autres, à s'accuser mutuellement. Dans le chaos final, la plupart étaient morts. Lui-même avait failli périr plusieurs fois en tentant de sauver ses maîtres. L'histoire était incroyable, impossible. Et pourtant, que pouvait-on faire d'autre que la croire? La version alternative, qu'un esclave avait orchestré le massacre de 13 hommes blancs parmi les plus puissants de la région, était tout simplement impensable pour la société de l'époque. Une expédition fut organisée pour récupérer les corps. On retrouva 8 cadavres sur 12. Les autres avaient disparu dans les eaux profondes et boueuses des bayous, probablement emportés par les alligators ou le courant. Parmi les survivants annoncés par Elias, aucun ne revint jamais. On supposa qu'ils avaient également péri, leurs corps perdus à jamais dans le labyrinthe aquatique. L'enquête officielle conclut à une série d'accidents tragiques aggravés par des conditions météorologiques difficiles et une mauvaise préparation. Personne ne fut accusé. Comment accuser un esclave qui avait risqué sa vie pour tenter de sauver ses maîtres? Mais des rumeurs circulèrent. Dans les quartiers d'esclaves, on murmurait qu'Elias n'était pas rentré seul, qu'il avait été accompagné sur une partie du chemin par des ombres silencieuses venues des profondeurs des bayous. On racontait que dans certaines communautés cachées de marrons, on célébrait la nuit du 23 octobre comme une victoire secrète. Les plantations des hommes morts furent vendues, dispersées. Les familles se brisèrent. L'économie de la paroisse de Saint-Charles ne se remit jamais complètement de la perte de tant de ses piliers en une seule nuit. Quant à Elias, il fut officiellement affranchi 6 mois plus tard par décision testamentaire. Thibaudot, dans un document rédigé avant l'expédition, avait prévu de libérer Elias en reconnaissance de ses services loyaux. Une ironie que personne ne releva. Il disparut peu après, et personne ne sut jamais ce qu'il était devenu. Certains disaient l'avoir vu embarquer sur un bateau à vapeur remontant le Mississippi vers le nord. D'autres juraient l'avoir aperçu dans les rues de la Nouvelle-Orléans, travaillant comme guide pour les marchands. D'autres encore affirmaient qu'il n'avait jamais quitté les bayous, qu'il vivait quelque part dans les profondeurs, libre enfin. La vérité, quelle qu'elle soit, disparut avec lui. Dans les archives judiciaires, le dossier fut scellé. Trop de questions sans réponse,
trop d'incohérences dans les témoignages, trop de risques que la véritable histoire, quelle qu'elle soit, émerge et bouleverse l'ordre social déjà fragile de la Louisiane pré-guerre civile. Mais parfois, tard dans la nuit, les descendants des familles touchées par cette tragédie se réveillaient en sueur, hantés par un rêve récurrent. Dans ce rêve, ils étaient dans un bayou obscur, perdus, traqués. Et derrière eux, ils entendaient une voix douce et calme qui leur disait « Par ici, maître, je connais le chemin, suivez-moi ». Les 13 planteurs étaient partis chasser avec leurs esclaves. Seul lui était revenu, couvert de sang. L'histoire officielle parlait d'accidents tragiques. Mais dans le silence des nuits louisianaises, dans le murmure du vent à travers les cyprès, dans le clapotis de l'eau noire des bayous, une autre vérité persistait. Une vérité sur le pouvoir de ceux qu'on sous-estime, sur la vengeance de ceux qu'on opprime, sur l'intelligence de ceux qu'on croit stupides, sur la patience de ceux qui attendent le moment parfait. Et surtout, une vérité sur le fait que dans les endroits sauvages, loin de la civilisation et de ses lois, la nature véritable des hommes se révèle, qu'ils soient maîtres ou esclaves. Et dans cette révélation, parfois, l'ordre du monde se renverse, ne serait-ce que pour une nuit terrible dans les bayous de Louisiane. Vous venez d'entendre l'histoire de l'incident de chasse du bayou Terrebonne. Les documents existent, les noms ont été changés, mais les événements sont consignés dans des archives scellées depuis plus d'un siècle et demi. Alors je vous pose la question, croyez-vous que tout cela s'est vraiment passé? Qu'un seul homme a pu orchestrer la destruction de 13 autres par la seule force de son intelligence et de sa connaissance du terrain? Ou y avait-il vraiment quelque chose d'autre dans ces bayous cette nuit-là, quelque chose que nous ne comprenons pas encore? Laissez vos théories en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires sombres tirées des archives oubliées de l'histoire. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime les mystères historiques qui donnent froid dans le dos, partagez cette histoire avec eux. Car rappelez-vous, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais parfois les véritables vainqueurs ne sont pas ceux qu'on croit.